Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre qui s'appelle Aujourd'hui j'arrête de tout remettre à demain. Donc c'est un livre sur la procrastination publié chez Jouvence en fait il y a quelques années déjà et qui fait une centaine de pages. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? D'abord, qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination en fait c'est cette tendance que nous avons tous, plus ou moins, à reporter plus ou moins indéfiniment les choses que nous avons à faire. C'est ça et rien d'autre, la procrastination. Reporter indéfiniment les choses qu'on a à faire. Que ces choses d'ailleurs soient négatives ou positives. Même si en général, évidemment, on a plutôt tendance à repousser, à reporter les choses négatives. Mais on peut très bien, par exemple, j'ai connu une femme qui avait tendance à reporter indéfiniment le fait de s'occuper d'elle. En fait, elle s'occupait toujours des autres et elle disait ouais, après, plus tard, etc. Elle le faisait jamais. Voilà, finalement, elle est partie et elle l'a jamais fait. Donc, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est cette tendance naturelle, humaine, plus ou moins développée, bien sûr, qui s'appuie en fait sur une autre tendance naturelle qui est la paresse ou la fainéantise pour ceux qui préfèrent juger. Et derrière ça, en fait, c'est quoi? C'est un principe d'économie d'énergie. Voilà. Et si on réfléchit d'ailleurs sur la paresse, c'est aussi le manque de motivation. Donc là, peut-être la difficulté, voire dans certains cas, l'incapacité à se motiver ou à se laisser motiver par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est une maladie? La procrastination, bah, j'ai envie de dire, ça dépend du degré. Dans la mesure où on est tous plus ou moins enclins à le faire, on ne peut pas considérer ça comme une maladie. C'est juste une tendance. Comme la tendance, par exemple, qu'ont les êtres humains à mentir, ou à tricher, ou à faire semblant. Bon, il paraît qu'on ment tous 3,7 fois par jour en moyenne. C'est pas forcément, on n'est pas tous malades. Maintenant, si on est au-dessus de cette moyenne, si on ment pour des raisons qui ne sont pas justifiées, là, ça peut effectivement devenir maladif. Donc, c'est une question de degré et de souffrance. Si vous n'en souffrez pas ou pas vraiment, ok. Si votre entourage n'en souffre pas non plus, rien à dire. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez payer les conséquences de ces retards, de ces reports, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants prétendent qu'ils travaillent mieux en révisant à la dernière minute. Vous savez, les fameuses révisions de dernière minute. Et c'est partiellement vrai et c'est globalement faux. Parce que même si on sait qu'effectivement, on travaille mieux sous la pression avec l'urgence qui active les neurones, mais on sait aussi et surtout que la révision, par exemple, les révisions demandent du temps, le temps d'intégration, d'incubation, et que c'est pas en mettant, en poussant, en forçant tout dans le cerveau à la dernière minute qu'on a le temps d'intégrer. Donc ça, c'est prouvé que ça ne marche pas. En plus, quand on travaille comme ça à la dernière minute, que ce soit pour réviser ou pour produire un dossier, la plupart du temps, il est bâclé, il est accéléré, bâclé. On ne prend pas le temps d'intégrer, de comprendre et tout ça. Donc voilà, ça c'est un prétexte en fait pour justifier cette capacité plus ou moins crapuleuse. Alors, dans ce livre, en fait, il y a deux niveaux, il y a trois axes et deux niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment la recherche des explications, c'est-à-dire les causes, pourquoi est-ce qu'on procrastine et pourquoi on procrastine autant. Donc, il y a donc des petits tests à faire soi-même qui vous permettent de mesurer deux choses. D'abord, est-ce que vous procrastinez un peu, beaucoup ou trop? Et ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, pourquoi est-ce que vous procrastinez quand vous procrastinez? J'insiste là-dessus parce que je me rappelle avoir rencontré quelqu'un qui se plaignait de procrastiner. Et en fait, moi, je n'ai pas d'a priori quand je discute avec les gens sur des sujets comme ça. Mais je me suis comment dire, convaincu, et j'ai convaincu mon interlocuteur assez facilement que c'était pas de la procrastination. C'est juste quelqu'un qui était débordé, et qui était débordé parce que tout simplement les autres lui mettaient trop de choses à faire, en particulier dans son travail. Donc, si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez à faire, c'est pas forcément de la procrastination. La procrastination, ça sous-entend encore une fois que vous pouvez ou vous pourriez le faire, mais vous décidez de ne pas le faire. Essentiellement parce que fait chier quoi. Voilà. Donc c'est ça encore une fois. Donc ça c'est les premières choses à faire, c'est l'état des lieux. Encore une fois, pour évoluer, il faut s'évaluer. Alors après, les trois actes dont je vous ai parlé, c'est quoi? Ce sont les trois causes principales de la procrastination.
qui vont devenir, dans la partie suivante du livre, les 3 axes de progression, c'est-à-dire de solution. Donc, le premier axe, c'est quoi? J'en ai parlé à l'instant, c'est tout simplement la motivation. La plupart du temps, on procrastine quand on n'est pas motivé, c'est-à-dire quand on ne voit pas bien pourquoi on ferait quelque chose. Autrement dit, quand on ne voit pas l'intérêt pour nous de le faire. Donc, l'intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va nous apporter ou nous rapporter. Donc, soit la motivation, elle est, encore une fois, la personne a du mal, vous avez du mal peut-être à vous auto-motiver. Donc, si vous comptez sur les autres pour vous motiver et qu'ils ne le font pas, ça peut évidemment conduire à ça. Deuxièmement, il est possible que votre motivation soit faible et qu'elle ne dure pas longtemps. Auquel cas, si elle diminue rapidement, bah, vous étiez motivé quand vous avez accepté une tâche, par exemple, et vous ne l'êtes plus quelques jours, semaines ou mois après. Donc voilà. Troisièmement, il peut très bien que vous ayez été manipulé par quelqu'un qui vous a vendu quelque chose à faire et que bah, vous vous rendiez compte que finalement, ce n'est pas vraiment votre intérêt. Et du coup, ça peut aussi intervenir par rapport à ça. Après, il y a plein d'autres possibilités d'expliquer le manque de motivation. Ça peut être tout simplement le manque d'énergie, la fatigue, la maladie psychologique ou physiologique, le côté un peu dépressif ou déprimé de la chose. Et puis, il y a des gens qui ont du mal à rester concentrés et attentifs longtemps. Donc, ils ont tendance à zapper comme ça d'un sujet à l'autre, d'une tâche à l'autre. Et aujourd'hui, la tâche, évidemment, la plus excitante, c'est de regarder un écran. Voilà. Ça, c'est la première cause principale de la procrastination. Après, il y a un manque d'organisation. Il y a des gens qui ne savent pas s'organiser. Et encore une fois, il n'y a rien à dire, puisque l'organisation n'étant pas naturelle, soit on l'apprend, soit on ne l'apprend pas. Mais si on ne l'apprend pas, c'est qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas eu les moyens, on n'a pas eu de modèle pour apprendre. Voilà. Après, il y a des gens qui sont assez autonomes, qui sont assez auto-organisés, mais je crois qu'il y en a relativement peu quand même. Donc le manque d'organisation, ça peut être le manque de temps, ça peut être le manque d'organisation proprement dit, c'est-à-dire la façon de structurer son activité. Ça peut être aussi et surtout, parce que c'est lié, la difficulté à prioriser les tâches, forcément, parce que c'est ça aussi le sens de l'organisation. Et enfin, ça peut être l'incapacité à mettre les moyens en cohérence avec les fins, c'est-à-dire avec les objectifs ou les buts qui sont les vôtres. Voilà. Troisième élément, troisième cause principale de la procrastination, c'est tout simplement la personnalité. Et moi, je dirais que la principale cause de cette principale cause, c'est le manque de maturité. C'est-à-dire que l'enfant procrastine. Tous les enfants procrastinent. C'est pour ça qu'ils ont des parents, je crois. Ou quand je dis tous, c'est presque, évidemment. Il y a des enfants qui sont très mûrs, voire trop mûrs, ou mûrs trop tôt. C'est presque inquiétant. Mais ce que je veux dire, c'est que la tendance naturelle d'un enfant, c'est pas de faire naturellement tous ses devoirs. Il a plutôt tendance à jouer d'abord et à faire ses devoirs que si on lui oblige. C'est pour ça qu'il y a l'école, c'est pour ça qu'il y a des maîtres, c'est pour ça qu'il y a des parents, peut-être. Donc voilà. Donc ça, c'est le manque de maturité, ça veut dire le manque de responsabilité, le manque d'autonomie, la capacité à se frustrer, à accepter la frustration. Ça fait partie de la maturité d'un adulte. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. J'aurais même tendance à penser que c'est de moins en moins le cas des adultes qui deviennent adultes. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Après, il y a des gens qui ont un manque d'intégrité. Donc ça, c'est quoi le manque d'intégrité? C'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est ça l'intégrité. Donc il y a des gens qui disent une chose et qui ne le font pas, ou qui ne sont pas vraiment engagés par leurs paroles. C'est dommage, c'est triste, parce qu'ils ne se rendent pas compte que leurs paroles les engagent. En tout cas, les autres tiennent dessus. Et donc si c'est votre cas, faites très attention à ça, parce que vous risquez, un, de vous retrouver isolé ou seul, et deux, vous ne serez pas pris au sérieux, quoi. Je veux dire, vous dites un truc une fois, vous ne le faites pas, vous perdez 50% de votre crédibilité. Deux fois, 90% de la crédibilité. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Après, il y a des gens qui, toujours dans cette catégorie-là, n'ont pas la discipline ou l'habitude de travailler, autrement dit, d'accepter des efforts et des frustrations, parce que travailler, malheureusement, c'est ça. Donc la rigueur, l'effort, l'attention, le travail, ne sont pas, encore une fois, des choses naturelles. C'est l'enfant qui a du mal à intégrer toute cette dimension-là. Une autre cause que j'ai découverte un peu par hasard, c'est le manque de liberté, c'est-à-dire en fait les addictions. Quand on est addict à quelque chose, que ce soit un produit ou une activité, forcément ça grignote un peu sur notre temps et
Et du coup, ça empêche de faire les choses qu'on a à faire et qu'on aurait dû faire et qu'on sait qu'on doit faire. Et puis après, il y a encore deux causes que je n'ai pas évoquées. C'est le manque de capacité à décider. Parce que des fois, dans les tâches qu'on a à faire, il y a des décisions à prendre. Et parfois, ça paraît insurmontable, ça paraît lourd, ça paraît long, ça paraît compliqué. Et du coup, encore une fois, l'être humain étant ce qu'il est, il repousse, il retarde et il oublie. Et puis la dernière chose, c'est la difficulté à s'affirmer et à refuser, ce qui conduit certains d'entre nous à accepter des tâches qu'ils n'ont plus envie de faire après, et que du coup, voilà. Donc ça serait plus simple d'apprendre à dire non quand on ne veut pas le faire ou quand on ne peut pas le faire, plutôt que de se retrouver débordé, surchargé, et des choses comme ça. Donc ça, c'était les causes. Maintenant, on va s'occuper des solutions. Donc la solution, bien sûr, c'est de redévelopper ce qui nous manque, à savoir la motivation, l'organisation et la maturité personnelle. Donc comment est-ce qu'on peut développer sa motivation? Eh bien, je crois qu'il faut se poser des questions sur ce qui nous plaît vraiment, sur ce qui nous plaît vraiment encore aujourd'hui, parce que peut-être nos motivations ont changé, et de faire le lien entre ce qui nous plaît et ce qu'on a à faire. C'est ça la motivation en fait. C'est de savoir pourquoi on agit. C'est d'avoir en tête, à l'esprit, l'intérêt, le résultat, le bénéfice pour nous. Et des fois, ce lien, il est rompu. On ne voit pas pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? On ne voit pas l'intérêt de la chose. Donc ça, c'est sûr il faut absolument travailler là-dessus. Après, on peut aussi travailler sur l'énergie. Il y a des gens qui, dans des circonstances, à des âges, à des moments de leur vie, de leur carrière, sont fatigués, voire épuisés. Quand on est épuisé, on a plus tendance à reporter que quand on ne l'est pas. Donc on peut travailler là-dessus. Moi, j'ai écrit un petit bouquin, un petit cahier d'exercice sur l'épuisement. Enfin, je sais pas, et donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant de réfléchir à ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme piste pour développer la motivation? Il y a tout simplement se poser la question du désir. On sait par exemple que quand on est dépressif ou déprimé, on a moins de désir. Moins de désir sexuel, mais moins de désir pour tout. Donc encore une fois, ça peut être intéressant de travailler là-dessus, sur la déprime ou la dépression ponctuelle ou locale. Ou des fois, il y a des déprimes de saison aussi. Ça peut être intéressant de... Voilà. Et puis, j'ai parlé du manque d'attention, de concentration. Je crois qu'on peut aussi travailler là-dessus. Il y a des outils, il y a des moyens, il y a des exercices pour développer sa concentration. Le fait de fixer des bougies, mais tout simplement le fait de lire. Moi, je crois que ce qui m'a permis de développer ma concentration, c'est précisément la lecture. Je n'étais pas concentré quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Je me rappelle très bien que j'avais du mal. Mais je revenais, je me remettais dedans, et à force de faire ça, j'ai élargi mon degré de concentration, ma durée, ma capacité à rester longtemps sur une tâche. Plus on fait, plus c'est facile. C'est toujours pareil. L'enfant n'est pas naturellement concentré. Il est dispersé. Donc ça, c'est une chose. Deuxième piste d'organisation. Donc l'organisation, c'est quoi? C'est le fait, en particulier, de gérer son temps. Donc ça s'apprend. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des stages, il y a des conférences pour ça, il y a des tas de choses. Donc je vais vous donner quelques pistes, évidemment. La première, c'est la plus connue, c'est la capacité à prioriser. Quand on a trop de choses à faire en même temps, on fait tout, on fait rien. Il faut absolument s'obliger, en quelque sorte, à hiérarchiser en fonction de différents critères, l'importance et peut-être, mais dans un deuxième temps, l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est la dictature de l'urgence, mais finalement, on fait des choses qui sont urgentes, mais pas forcément importantes, et après, on se retrouve soit bloqué, soit pris à court et débordé. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des clés très simples, c'est apprendre à renoncer, apprendre à refuser, apprendre à reporter, apprendre à renégocier tout ce qui, encore une fois, ne nous incombe pas vraiment. Ou, par exemple, imaginez qu'une de vos amies vous demande de l'aide pour un déménagement. Et vous lui dites oui, ok, mais vous n'avez pas mesuré l'ampleur de ce qu'elle attend de vous. Et donc, dans votre tête, c'est une demi-journée, puis finalement, vous vous rendez compte que son déménagement, il va prendre un week-end entier. Au moment où vous vous rendez compte de ça, vous n'êtes pas obligé de vous sentir piégé, enfermé, faire la gueule et tout ça, ça sera un conflit. Vous pouvez à ce moment-là renégocier en disant, écoute, moi je pensais que ça prendrait une demi-journée, je ne peux pas te consacrer beaucoup plus que ça, je peux peut-être rester une journée, mais je ne peux pas rester les 2 jours. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Voilà. Et puis apprendre aussi à déléguer, parce que dans le monde de l'entreprise, les managers sont débordés, mais moi je me suis aperçu que, et puis je ne suis pas le seul à le dire, que beaucoup de managers ne délèguent pas. Et
Il semblerait même que les femmes délèguent moins que les hommes, peut-être à cause du perfectionnisme féminin dont j'ai parlé dans d'autres livres. Voilà, donc il y a des choses à faire, il y a, il y a des tâches qu'on peut déléguer, qu'on peut externaliser, qu'on peut sous-traiter éventuellement, ou qu'on peut tout simplement supprimer. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut supprimer. Alors, le dernier module, c'est la personnalité. Donc, d'une certaine façon, c'est le plus important, puisque c'est le socle, et en même temps, c'est le plus difficile à développer, parce que autant comme on peut apprendre ponctuellement j'ai envie de dire, des micro-savoir-faire, mais au niveau de sa personnalité profonde, les qualités ou les défauts qu'on a, ils sont là depuis un certain temps, et c'est pas en claquant les doigts comme ça qu'on va les supprimer. Donc, on peut évidemment travailler sur sa maturité, mais encore faut-il le vouloir, le savoir et avoir compris ce que ça voulait dire. On peut développer son intégrité en s'obligeant à respecter ce qu'on dit et du coup, a posteriori, à ne s'engager que sur les choses qu'on est quasiment sûr de pouvoir réaliser. Voilà. On peut développer son courage, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais le courage, c'est aussi une énergie qui permet de faire les choses plus vite et plus tôt. On peut développer sa discipline, sa rigueur, son sens de l'effort, et encore une fois, plus on le fait, plus ça se développe. Donc c'est juste le début qui est coûteux dans cette histoire. Et si vous avez une ou plusieurs dépendances, vous pouvez aussi travailler dessus. Que ce soit, on sait très bien par exemple que pour supprimer une addiction au tabac, il faut en moyenne 2 à 3 séances en hypnose. C'est pas la mer à boire, ni en termes de temps, ni en termes d'énergie ou d'argent. Voilà. Et puis si vous avez du mal à décider ou à refuser ou à vous désengager ou à négocier, bah, vous pouvez aussi apprendre à le faire. Et encore une fois, je vous renvoie aux livres, aux vidéos, aux formations ad hoc qui sont développées plus spécifiquement là-dessus. Voilà. Donc c'était juste une introduction. Donc encore une fois, aujourd'hui, j'arrête de tout remettre à demain. Jouvence, 94 pages pour en savoir davantage. Merci de m'avoir écouté.